Parfait. Eh bien, je vais commencer sans plus tarder à présenter. Donc, merci à tous pour être là. Et je vais commencer à présenter sans plus tarder nos invités. Donc, euh, alors, pardon, je fais une introduction un petit peu solennelle. Alors, donc cette 5e séance du séminaire Migrance consacrée à la question de la liberté de presse et à la liberté d'expression vient d'une journée que nous n'avons pas pu organiser il y a 3 ans maintenant. Cette journée devait porter sur les liens justement entre le journalisme et l'exil dans le monde contemporain. Et nous avions déjà à l'époque contacté la Maison des journalistes à Paris, qui nous avait mis en contact, notamment avec Taras Siddiqui. Et cette journée n'a pas pu être mise en place pour des questions logistiques, pour des questions d'organisation, mais on y tenait particulièrement et on est extrêmement heureux de pouvoir la faire aujourd'hui, dans le cadre de ce séminaire. La question qui nous occupe et la question donc de la liberté d'expression et de la liberté de la presse est particulièrement importante aujourd'hui, comme chacun sait, comme on a pu le constater, puisqu'elle tombe dans une période difficile en France où le débat est particulièrement complexe suite à l'assassinat de Samuel Paty il y a maintenant un mois. Donc, la question de la liberté d'expression est revenue au cœur du débat politique et du débat de société, mais à travers des formes très clivées. Et donc, on voudrait peut-être l'aborder aujourd'hui à travers une autre perspective. Si la liberté d'expression est un droit donc inaliénable en démocratie, on veut rappeler aujourd'hui, dans le cadre de ce séminaire, que cette liberté ne peut pas se concevoir sans liberté de la presse. Autrement dit, sans liberté d'informer et de s'informer, il n'y a pas de liberté d'expression. D'où le fait que nous avions voulu parler de ces deux termes, liberté d'expression, liberté de presse, auquel s'en ajoute un troisième, qui est l'idée d'exil. Nous invitons aujourd'hui deux journalistes exilés, Makaël Ngebla et Taras Siddiqui, qui nous parleront de leur parcours en tant que journalistes, de la manière dont ils ont dû et su réinventer leur travail depuis l'étranger pour continuer à informer au sujet de ce qui se passait, au sujet de ce qui se passe dans leur pays d'origine, à la façon dont un journalisme peut, même à distance, parler d'une nation, parler de l'actualité et attaquer ou s'en prendre à des pouvoirs établis. On veut aussi aujourd'hui parler non seulement de la situation des journalistes exilés en France, qui est centrale, mais aussi de la manière dont ces journalistes perçoivent la France, perçoivent les activités de la France, pour éviter de tomber dans une sorte de découpage où il y aurait la France, pays des droits de l'homme, pays d'asile, pays de la liberté de la presse, et puis d'autres pays qui ne respecteraient pas cette même liberté. Au contraire, si la France est le pays qui accorde l'asile à certains journalistes, c'est aussi un pays où la liberté de la presse est menacée, notamment en ce moment, notamment au vu des lois actuelles. Je pense par exemple aux critiques qui ont été faites par Reporters sans frontières, qui classe la France en 32e position, quand même, en 32e position du classement des pays où la liberté de presse est respectée dans le monde. Donc voilà, on parlera bien sûr de la liberté de presse à l'étranger, mais aussi en France, on a un regard critique sur ce qui s'y passe. Donc je passe maintenant à la présentation de nos deux journalistes. Donc, Makaël Ngebla, tchadien. Bon, ensuite, je vous laisserai vous présenter bien sûr, mais je fais juste un aperçu rapide. Makaël Ngebla, tchadien, dénonce depuis le début des années 2000, tu me corriges, Makaël, si je me trompe, l'attitude et le comportement de la classe dirigeante tchadienne, ce qui lui a valu une très forte répression et une forme de persécution politique qui l'a conduit tout d'abord à devoir quitter la Tunisie, où il était étudiant au début des années 2000, et enfin le Sénégal en 2013. Il a récemment été convoqué à un procès en octobre à Paris,
pour les activités de son site makaila.fr. Voilà, maintenant je passe à Taha Siddiqui. Taha Siddiqui est pakistanais. Il est venu en France en 2018 suite à une tentative d'enlèvement et suite à de nombreuses menaces de l'armée pakistanaise pour son travail et pour les enquêtes qu'il avait menées sur l'armée pakistanaise au fil des années. Donc Taha et Makaila, merci d'être ici avec nous. Pour présenter cet entretien, nous allons d'abord vous donner un temps de parole d'une demi-heure chacun, au cours duquel je vais vous nommer comme administrateur, où vous présenterez votre travail. Suite à quoi, on accueillera les questions du public et on essaiera de débattre justement sur les questions de liberté de presse et de liberté d'expression aujourd'hui. Encore une fois, nous sommes en live sur Facebook, donc voilà, j'avertis tout le monde. Et merci à vous d'être là. Makaila, à toi. Ah, Makaila, ton micro est éteint. Bonsoir à tout le monde. Vous m'entendez? Oui. Voilà, bonsoir à tout le monde. Merci Nicolas, merci effectivement à tous les participants. Merci aussi à Taha Siddiqui, qui est journaliste, qui est passé par la maison de journalistes. Je tiens à vous remercier particulièrement d'avoir organisé cette journée. Comme tu l'as dit Nicolas, depuis plusieurs années, vous aviez pensé effectivement à donner la parole à des journalistes en exil et qu'aujourd'hui, cette rencontre se tient dans un contexte particulier où la France elle-même, pays des droits de l'homme, est confronté à la question liée à la liberté d'expression et surtout la liberté de presse, et ça nous inquiète tous. En tout cas, je suis très honoré de participer à cette rencontre, à cet échange avec le public, mais aussi avec des journalistes et avec les panélistes. En tout cas, moi, je suis Makaila Ngebla, donc j'ai quitté mon pays d'origine, le Tchad. Le Tchad, c'est un pays qui est situé en Afrique centrale. Compte tenu de la situation politique intérieure, j'ai dû quitter le Tchad pour aller étudier en Tunisie. Et j'arrive en Tunisie, je n'avais pas de bourse, je me suis arrangé à pouvoir étudier quand même dans des conditions difficiles. Et comme tu as su le dire tout à l'heure, en 2000, je suivais de près la situation de mon pays d'origine, le Tchad. C'est que rien n'est passé, rien n'est évolué depuis la prise du pouvoir en 90 du président actuel, Idriss Déby, qui est resté, qui n'a pas organisé des élections libres et transparentes. Les violations des droits de l'homme sont massives, les détournements des biens publics sont aussi massifs. Et donc, la confiscation du pouvoir par une classe dirigeante militarisée, armée, et dont la répression est très forte. Dans Jeune Afrique, c'est un journal qui Attends, Makaila, il y a eu un... mais qui est lui, en fait, c'est un journal plus élitiste en Afrique. Donc, j'ai commencé. Il y a eu un petit problème de connexion, Makaila. Ah, vous m'entendez? On t'a raté. Oui, tu parlais du journal Jeune Afrique. On a peut-être un problème de connexion. Oui, mais c'est bon, là, vous m'entendez? Oui. Voilà. Et donc, j'ai commencé en 2000 à écrire des articles dans l'hebdomadaire Jeune Afrique. Et mes articles visaient à interpeller les autorités tchadiennes sur les caractères d'exclusion, notamment l'attribution des bourses d'études et les déficits démocratiques dans ces pays, et l'exclusion générale des citoyens tchadiens qui n'ont pas accès effectivement à leurs droits élémentaires. Et donc, les articles, je les ai publiés entre 2000 jusqu'en 2005. Sauf qu'en 2005, j'ai été arrêté en Tunisie à la demande du Tchad, qui a demandé à la Tunisie de m'arrêter. Donc, du coup, la Tunisie m'a interpellé. C'était un 5 mai 2005. J'étais entendu par la police tunisienne sur la publication de mes articles dans l'hebdomadaire Jeune Afrique. Et n'eût été la vigilance d'une amie française appelée Anne Picard, qui est une Française qui est inscrite en doctorat en Tunisie. Elle faisait une thèse sur la langue arabe. Et donc, c'est grâce à elle qu'il a pu quand même mobiliser la Ligue tunisienne des droits de l'homme et mobiliser effectivement la Ligue des droits de l'homme en France, notamment à Lyon, pour exercer une pression sur la Tunisie
afin que je ne puisse pas être extradé vers mon pays d'origine, le Tchad. Et donc, au bout de trois jours de privation des libertés, hein, parce que j'étais arrêté dans les locaux des ministères de l'Intérieur en Tunisie. Et puis, cette dame qui s'appelait Anne Picard, elle a réussi quand même à faire fléchir la position du gouvernement tunisien. Et donc, j'ai été expulsé de Tunis vers le Sénégal. Donc, j'arrive au Sénégal en 2005. J'ai essayé d'introduire une première demande d'asile auprès du Sénégal, qui pourtant m'a donné un visa humanitaire. J'arrive au Sénégal, j'ai fait une première demande d'asile qui m'a été refusée en 2005, qui m'a été encore refusée en 2008. Du coup, je me suis retrouvé dans une situation extrêmement difficile parce que mon pays d'origine, le Tchad, a refusé de me donner un passeport tchadien parce que je n'ai plus de passeport. Le Sénégal, qui ne me donne pas un visa, ne me donne pas un statut, ne régularise pas non plus ma situation. Donc, je me suis retrouvé dans une situation, ce qu'on appelle un apatride. Donc, de 2005 jusqu'en 2013, j'ai été successivement correspondant des deux sites d'information. L'un était à Paris et l'autre, c'est un site qui est basé au Canada. Donc, j'étais correspondant de ces sites d'information et je continue à écrire des articles depuis l'étranger, depuis le Sénégal. Jusqu'en 2013, en 2013 donc, entre 2005 et 2007, j'ai créé mon propre blog. J'ai quitté ces sites d'information pour créer mon propre blog qui s'appelait makaila.fr. Et dans ce blog, j'ai publié des articles, notamment dénonçant les atteintes aux droits de l'homme. J'ai relayé les communiqués de presse des organisations de la société civile et les communiqués de presse de l'opposition tchadienne qui se battent à main nue dans un contexte répressif avec un régime militaire, notamment le régime du président Déby, que je rappelle que lui-même, il est un militaire de formation et quelqu'un qui est là au Tchad depuis 1990. Donc, jusqu'en 2013, je me suis retrouvé dans une situation où je n'ai pas de passeport tchadien, je n'ai pas un statut de réfugié politique tchadien en France. Et donc, je me suis retrouvé dans une situation extrêmement difficile, précaire aussi, hein, parce que vous n'avez pas de revenus. Le seul revenu que j'avais, c'était le revenu qui provenait effectivement de mes émissions radio, parce que je présentais une émission sur la migration dans une radio sénégalaise qui s'appelait Manora FM, où je donnais la parole à des migrants. C'est la seule thématique que je peux faire dans un pays qui n'est pas le mien. Et j'animais régulièrement mon blog à partir de ma maison. Donc, j'avais des revenus qui me provenaient de mon blog et des revenus, quelquefois, c'est ce qu'on appelle des subventions accordées par la radio à des journalistes qui sont là. Donc, j'étais un présentateur radio à Dakar. Jusqu'en 2013, le ministre tchadien de la Justice, qui s'appelait Jean-Bernard Padaré, était arrivé au Sénégal et il avait demandé aux sociétés sénégalaises de nouveau de pouvoir m'arrêter et de pouvoir m'extrader vers le Tchad. Donc, la demande a été introduite auprès du gouvernement sénégalais et notamment du président Macky Sall, qui est le président du Sénégal. Donc, du coup, c'était, je m'appelle très bien, le 7 mai 2013. L'histoire se répète, comme on dit en français. Et la police sénégalaise me convoque, heureusement. Encore une fois de plus, j'ai été sauvé grâce à une organisation de défense des droits de l'homme, notamment Amnesty International, Reporters sans frontières, et les organisations locales sénégalaises, hein, le Forum social sénégalais, parce que moi, comme vous le savez, je suis journaliste plutôt militant, un journaliste engagé sur les thématiques de démocratie, de développement, de l'état des droits. Donc, déjà, la radio que j'ai animée à Dakar, c'est une radio un peu alternative, une radio citoyenne, une radio qui donne la parole à des militants associatifs sénégalais et étrangers, même des Français qui viennent à Dakar, avaient la prise de parole dans cette radio-là. Et donc, la police sénégalaise qui me convoque, heureusement, j'ai été accompagné à la direction de la sécurité, de la DST, c'est la direction de surveillance du territoire. J'ai été accompagné par un responsable des droits de l'homme sénégalais qui m'a accompagné jusqu'au niveau de la police. Et une fois qu'on était dans les locaux de la police, j'ai été auditionné par le commissaire de la police sur mon blog, sur la prise de position déjà des journalistes sénégalais, parce que la presse sénégalaise, à un moment donné, elle commençait à écrire sur moi en disant que nous ne comprenons pas que l'État du Sénégal, qui a accueilli Makaila, qui lui a donné un visa, qui lui a fait venir au Sénégal, et que l'État du Sénégal refusait de lui donner effectivement un statut de réfugié. Donc, en tout cas, à Dakar, déjà, des gens commençaient à parler. Des organisations sénégalaises commençaient à interpeller le gouvernement sénégalais. En France également, il y a Reporters sans frontières qui avait écrit des courriers adressés au président Macky Sall.
Reporters sans frontières, c'est une organisation à vocation internationale qui milite pour la promotion des libertés d'expression et surtout le droit à la liberté d'expression dans le monde. Et donc, l'ONG avait interpellé Macky Sall dans un courrier dans lequel elle a demandé à ce que le président sénégalais me donne un statut de réfugié politique ou bien qu'il régularise ma situation. Donc, curieusement, le Sénégal a refusé encore de nouveau de me donner ni le statut de réfugié, ni régulariser ma situation encore à Dakar. Et donc, on m'arrête en une seule nuit. On m'expulse la nuit vers Conakry, la Guinée-Conakry. C'est un pays aussi de colonies françaises, mais qui se trouvait en Afrique de l'Ouest. Et on m'a expulsé de Dakar. Et donc, c'est cette expulsion qui a permis aux ONG, effectivement, ici en France, à des personnalités fortes comme l'ancien ministre, actuellement, c'est Pascal Canfin, qui était ministre écolo, qui est actuellement député européen, et il y a aussi des députés comme Noël Mamère. Et j'ai personnellement un ami, Patrick Farbias, qui est un ami, qui est l'assistant parlementaire de Noël Mamère à l'Assemblée nationale. Donc, Patrice Farbias, et ils sont partis voir, Laurent Fabius, qui est ancien ministre des Affaires étrangères. Et Laurent Fabius est parti voir le président Hollande en lui faisant comprendre que nous ne comprenons, que la France, effectivement, qui eux, en tant que ministre écologiste, et les Verts faisaient partie du gouvernement Hollande. Ils ont fait comprendre à Hollande que nous ne pouvons pas comprendre que le Tchad soit un partenaire de la France et en même temps, ces journalistes, blogueurs qui sont basés à l'étranger soient arrêtés et expulsés. Et les Verts menaçaient effectivement de quitter le gouvernement Hollande si jamais la France ne m'accordait pas les droits d'asile. Et donc, plus le soutien de l'organisation Reporters sans frontières, plus le soutien d'Amnesty International, plus de voix des députés, même, je pense même tunisiens, etc. J'ai eu vraiment un soutien énorme, que ce soit ici en France, que ce soit au niveau international. Et donc, même je pense, l'Union européenne a été mobilisée dans cette affaire-là. Et même l'ONU ont fait une forte pression d'abord sur la France, parce qu'ils ont demandé à la France de m'accorder l'asile politique. Donc, figurez-vous, je n'avais pas un passeport tchadien, je n'avais pas un statut de réfugié politique au Sénégal. Et en Guinée, je me suis retrouvé dans une situation où je n'ai pas un lien familial en Guinée. Et c'est comme ça que la France, grâce à l'accord donné par le Quai d'Orsay, l'ambassade de France en Guinée m'a accordé l'asile politique depuis ce moment. Donc, je voyageais grâce à un passeport laissez-passer français qui m'a permis de prendre un avion avec le soutien d'Amnesty International, soutien financier, etc. Et j'ai pu rejoindre la France le 14 juillet 2013. Donc, je suis arrivé, j'ai continué, j'ai aussitôt obtenu le statut de réfugié politique parce que j'ai ce qu'on appelle les visas D, un visa de longue durée qui m'a été accordé par la France et qui m'a permis d'avoir. Donc, j'ai été accueilli à la maison de journalistes en 2013 jusqu'en 2014, j'ai vécu là-bas et je participe régulièrement à ce qu'on appelle un programme qui s'appelle Renvoyé spécial. C'est un programme fait par la maison de journalistes qui permet à des journalistes réfugiés en France d'aller vers les centres, les écoles, les lycées pour sensibiliser les élèves français sur la liberté d'expression, les questions des droits de l'homme. Donc, ce programme permettait à nous, journalistes, d'expliquer notre parcours et de comprendre effectivement l'enjeu autour de la liberté d'expression qui est un élément fondamental dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, que la France, qui est un pays des droits de l'homme, devrait aussi tenir compte effectivement de cet élément fondamental qui est le droit à la liberté d'expression. Malheureusement, on a dû constater depuis un certain temps que les journalistes accueillis en France, on a toujours eu des difficultés. Certes, on vous donne le statut de réfugié politique, on vous protège, mais on ne vous donne pas tous les droits nécessaires. Donc, nous, notre rôle à la maison de journalistes était d'aller vers des élèves français. Moi, j'ai participé plusieurs fois, depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, je continue à participer à ce qu'on appelle renvoi spécial. Je continue à sensibiliser ces élèves. J'étais le seul journaliste à avoir le privilège d'être dans une maison d'arrêt à Mulhouse pour sensibiliser les détenus sur la liberté d'expression et le droit à l'information. J'étais le seul journaliste en 2013, en 2016, j'étais à Strasbourg pour aider les élèves français de terminale qui devaient aller à Sciences Po, qui avaient fait leur choix d'aller à Sciences Politiques. Donc, de les sensibiliser sur le traitement de l'information à l'international. Donc, ce programme continue, certes, mais vous savez, Nicolas et les autres, vous savez très bien qu'il y a un enjeu politique. Et nous, ça nous échappe en tant que réfugiés politiques. On a certes des limites
quand aujourd'hui on voit avec ce qui se passe, ce qui s'est passé à Conflans, nous on dit, bien, écoutez, il fallait que la France associe à des thématiques comme la liberté d'expression, associe, donc tu l'as dit dans ton introduction, et la France même, elle est classée aujourd'hui 32e position à l'échelle mondiale, à la différence des pays norvégiens, des pays comme la Norvège, la Suède, le Canada, le Danemark qui dépassent de très loin. Donc maintenant, la réflexion, elle est posée aujourd'hui en France même sur la question de liberté d'expression. Soit qu'on essaie de donner la parole, d'associer à la politique nationale de la France, nous qui sommes des journalistes, qui avons une expérience forte partout, que ce soit Taha qui vient du Pakistan, qui a vécu des situations difficiles, ou bien d'autres journalistes comme moi qui viennent un peu partout de la Guinée, etc., et puis des pays arabes, de la Syrie, on a des expériences. Chacun de nous a un potentiel intellectuel qui peut aider la France. Mais malheureusement, quand tu vois les grands médias, que ce soit BFM, CNews, etc., on ne fait que faire participer à des débats sur la question de liberté d'expression de gens, voilà, qui, je ne dirais pas que je ne vais pas remettre en cause leurs compétences, leur intelligence, mais j'aurais aimé que sur cette question qui peut être importante pour la France, il faut associer aussi des journalistes étrangers parce que nous vivons en France, nous payons nos emplois en France, nous sommes aussi responsables de ce qui va se passer en France. Donc, il faut que la France vraiment réfléchisse à comment nous associer à des réflexions globales qui peuvent quand même être importantes. Et donc, tu as su très bien dit, la liberté d'expression est un élément important. Je pense aussi que la liberté d'expression permet l'expression de la diversité. Donc, l'expression de la diversité, ça veut dire qu'il faut tenir compte de l'ensemble des segments de la vie politique et associative française pour que les gens puissent quand même vivre en paix. Et moi, je l'ai dit récemment dans un communiqué de presse, peut-être que tu l'as vu, suite à ces procès que j'ai eu avec un baron du régime tchadien. Donc, j'ai dit Justement, pardon, Makaëla, est-ce que tu peux revenir sur ce procès où tu as été récemment impliqué, puisque c'est en date du 25 octobre, il y a quelques semaines à peine, et tu étais au tribunal de Paris. Donc, est-ce que tu peux revenir un petit peu dessus pour nos invités? C'est ça. Effectivement, j'ai été convoqué suite à un article que j'ai publié sur mon blog datant de 2017, l'article qui met en cause l'ancien ministre des Finances du Tchad, qui est le neveu du président tchadien. Et cet ancien ministre des Finances a utilisé son statut de diplomate parce qu'il est en même temps gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, c'est comme la Banque de France, mais qui ne se trouve pas en France, mais il est à l'étranger. Mais son statut de diplomate, il l'a utilisé en saisissant un cabinet d'avocats ici à Paris, un grand cabinet d'avocats pour porter plainte contre moi en diffamation. Donc, dans un premier temps, j'ai été convoqué à la police judiciaire, à la brigade de répression contre la délinquance, Nicolas. Donc, c'est terrible. Donc, j'ai été convoqué. Je me suis rendu à la brigade, à la police. J'ai été enquêté au bout de 30 minutes par un agent de police. Par la suite, on m'a mis en examen par un juge d'instruction qui a transféré le dossier au niveau du tribunal correctionnel. Aussitôt, la réaction de la maison du journaliste, juste après la convocation, la maison du journaliste a réagi par un communiqué de presse pour dire stop, attention, on est en train de franchir un rythme important. Et donc, le 19 septembre 2019, on était convoqué pour une audience de fixation. J'étais parti avec mes avocats. Je suis soutenu dans ce combat par un grand cabinet d'avocats français, Maître Dominique Tricot. Et donc, on s'était rendu. Le 27, comme tu disais, le 27 octobre, on était convoqué pour une première audience de procès. Sauf que la particularité de ce dossier, c'est qu'on a encore, je dirais bien, on a cette chance en France, c'est que la justice reste encore impartiale. Elle reste encore, je dirais, une justice quand même beaucoup plus neutre. Donc, la justice française a estimé, sur la base des éléments qui ont été déposés par la partie plaignante, la justice française a soulevé ce qu'on appelle la nullité de la plainte qui a été portée contre moi par le neveu du président Déby. Et donc, elle a dit qu'elle va se prononcer véritablement le 26 janvier 2021. Donc, en partie, c'est une victoire parce que c'est jamais vu, selon mon avocat, selon les interprétations des juristes, c'est jamais vu que le parquet et le ministère public prennent position pour la partie dont moi j'ai été mis en examen. Donc, c'est le gouvernement, c'est le ministère public qui a pris une position très claire en disant que non, nous ne comprenons pas ce dossier, qu'il y a une nullité qui a été soulevée, etc. Donc, en tout cas, ça a soulagé mon avocat, ça a soulagé mon entourage, ça a soulagé aussi mes soutiens. Donc, c'est pour vous dire que même ici en France, quand vous êtes journaliste, vous êtes sous la protection internationale de la Convention de Genève de 1951 sur la protection des journalistes et des réfugiés, vous n'êtes pas à l'abri des procès judiciaires.
Mais sauf que ça, c'est une procédure sur la base d'une déformation. Et donc, en tout cas, il y a eu des réactions un peu partout dans le monde. La rencontre africaine des défenses des droits de l'homme, ce qui est une ONG basée à Genève, qui a un statut d'observateur de l'ONU, avait interpellé le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. La fondation Gabriel Péry, une fondation française avec laquelle je travaille sur des questions de l'Afrique, elle aussi a fait une lettre de soutien pour dire au gouvernement français stop. Il y a également de fortes personnalités. L'association Survie, qui est une association qui lutte depuis un certain temps contre la France-Afrique, elle aussi m'a apporté un soutien en disant écoutez, nous suivons de près la situation. Donc, en tout cas, toutes ces lettres de soutien, toutes ces lettres ont été déposées aussi bien au ministère des Affaires étrangères en France qu'au ministère de la Justice pour dire que nous suivons avec un intérêt particulier cette affaire de diffamation où Makaila est mise en cause. Et c'est pour vous dire que la situation, la bataille n'est pas encore gagnée. On a été expulsé de Tunis, de Dakar, en Guinée. Aujourd'hui, on est en France. Et même en France, donc Nicolas, vous êtes professeur, vous connaissez très bien qu'il y a des enjeux, des réels politiques. Je comprends que la France peut être partenaire de mon pays d'origine. En même temps, elle m'a accueilli, mais il faut que la France, elle aussi, respecte ses engagements internationaux, notamment sur la Convention de Genève de 1951 sur la protection des réfugiés. Parce que à partir de mon cas, Taha, ici présent, peut être inquiété si jamais un journaliste peut être interpellé, inquiété par une procédure judiciaire. Ça veut dire que tous les journalistes, tous les exilés politiques en France vont se retrouver dans une situation difficile. Si j'étais au Canada, si j'étais en Suède, je pense que cette plainte ne pourrait pas exceller. Et donc, ça rejoint à ce que tu disais dans ton introduction, c'est que la France est située 32e position à l'échelle internationale. Et ça, ce n'est pas toi qui le dis, c'est aussi Reporters sans frontières qui a fait ce rapport. On a des problèmes en France, on a des soucis, de mots qui posent problème sur la question de liberté d'expression et la question du respect des droits de l'homme en France. Il faut que les autorités françaises, surtout les autorités politiques, prennent en considération les points de vue divergents des personnes qu'elle a accueillies, qu'ils ont accueillies chez elles. En tout cas, c'est mon point de vue. Je pense que nous allons continuer à travers ces genres de panels, ces genres de rencontres pour sensibiliser l'Union française, sensibiliser l'opinion internationale pour que la France reste quand même un pays des droits de l'homme. Makaila, j'en profite pour te poser une question en faisant une recherche sur le Tchad, et notamment donc le Tchad qui pour le coup est 132e sur le classement de Reporters sans frontières, qui, comme tu le dis, est dirigé depuis, je cite ce que tu dis dans le blog, un parti qui dirige le Tchad par accident, selon son chef, pendant 30 ans. Depuis 30 ans, depuis 1990. Et récemment, suite à des protestations, le Tchad a coupé, si je ne me trompe pas, tu me corriges si c'est faux, l'accès aux réseaux sociaux pendant plus de 400 jours. C'est bien ça? Tout à fait, tout à fait. Donc, d'un côté, donc, il y a cette, et je crois que c'est sans précédent, enfin, c'est du jamais vu que les réseaux sociaux d'un pays soient bloqués pendant 400 jours. C'était quand? En 2018, si je ne me trompe pas. Et d'un autre côté, en voyant ton blog, on s'aperçoit que pour un blog, il est extrêmement suivi et tu as plus de 25 000 personnes qui suivent ta page. Et donc, je me demandais comment ça se passait pour justement construire ces soutiens et construire ce suivi, pour construire un tel suivi au vu de toutes ces difficultés pour avoir accès aux réseaux sociaux et pour pouvoir s'informer en ligne. Tout à fait, c'est une question pertinente et légitime. Nicolas, vous savez, c'est un problème d'endurance et de conviction personnelle. Moi, je fais preuve d'une conviction, je me dis, je me bats par mes idées, je me bats de la manière la plus pacifique pour que la question tchadienne soit connue de l'opinion internationale. Et donc, cette endurance, comme tu l'as dit, m'a valu des expulsions. Malgré les expulsions, je n'ai pas cédé à la pression de toutes formes, hein, pression politique, pression judiciaire. Aujourd'hui, c'est à quoi on assiste, c'est des pressions judiciaires. Et donc, ça a été quand même pour moi une force importante dans cette langue. En ce qui concerne la question d'Internet, vous savez, moi, je fais partie des gens qui ont signé en 2015 à Tunis ce qu'on appelle la Charte mondiale des médias libres. Et dans cette Charte mondiale des médias libres, on avait placé la question d'Internet comme un bien commun. Le bien commun, ça veut dire que l'Internet doit être au même titre que l'eau. L'accès à l'eau doit être, voilà quoi, donc accessible à tout le monde. Sauf que des régimes prédateurs, des régimes autocratiques comme celui du Tchad et d'Afrique en général, quelques pays aussi du Moyen-Orient, restent des régimes verrouillés parce qu'ils n'acceptaient pas les contradictions dans les idées
de leur opinion publique, ce qui a fait que depuis, même jusqu'à aujourd'hui, en 2018, jusqu'à 2020, l'Internet reste quand même excessivement cher, l'accès à Internet est excessivement cher aux Tchadiens. Une ONG qui s'appelle Internet sans frontières avait porté plainte contre le gouvernement tchadien auprès de l'ONU à Genève pour demander à ce que les Tchad soient condamnés pour non-respect effectivement des droits à la liberté d'information et des droits même à l'accès à l'information à travers l'Internet. Donc, en tout cas, c'est des condamnations, certes, mais des condamnations qui devaient quand même contraindre l'État tchadien au respect de ses engagements. Et comme tu l'as dit, les gens essaient de contourner ces censures pour pouvoir se connecter. Et ça leur coûte vraiment les yeux de la tête parce que vous savez, une heure d'Internet au Tchad, ça coûte approximativement, je pense, je dirais, 2, 3 euros, 4 euros. 4 euros pour quelqu'un, pour un citoyen tchadien, quand même, c'est trop cher. Quelqu'un dans un pays où le niveau de salaire est très, très bas, ça coûte extrêmement cher. Donc, ce n'est pas n'importe qui puisse se faire. Les gens sont obligés de contourner la censure pour être dans un pays étranger, pour se connecter sur nos pages Facebook. Dire ce que nous sommes en train de dire, c'est qu'avant de commencer ces panels, j'ai été contacté par un cadre du ministère des Finances qui m'a informé comme quoi, juste avant, 30 minutes avant ces panels, il m'a dit, écoute, je viens d'être relevé de mes fonctions, j'ai un bac plus 5, j'ai 8 ans d'expérience, j'ai été relevé, je te demande de bien vouloir relayer cette information sur ton blog, sur ta page Facebook. Donc, c'est pour vous dire que tous ces beaux mondes qui croient en nous, qui pensent que nous, on est devenus, qu'on appelle, les sociologues appellent ça les leaders moléculaires. Il y a eu des leaders qui sont des molécules qui peuvent quand même faire bouger l'opinion internationale à travers ce qu'ils disent sur leur page Facebook. Et je fais partie avec d'autres compatriotes tchadiens et d'autres journalistes africains, blogueurs qui se mettent à dénoncer à travers la page Facebook, leur blog. C'est la seule chose qui nous reste en tant que des personnes pacifistes, des personnes qui se battent par leurs idées pour faire changer les choses dans notre pays. Mais nous avons besoin, Nicolas, nous avons besoin d'un soutien conséquent. Moi qui vous parle aujourd'hui, j'ai été en 2013 auditionné par l'Union européenne au Parlement européen à Bruxelles. À l'invitation d'Eva Joly, j'étais l'invité effectivement des parlementaires européens. Et on m'a interrogé sur l'aide publique au développement que l'Europe accorde aux pays en développement, c'est-à-dire les pays africains, etc. Donc, le Tchad fait partie de ces pays africains dont l'économie est très fragile, mais qui bénéficient de ce soutien de l'Union européenne. Mais j'ai fait comprendre aux députés européens en leur disant que vous donnez certes des aides publiques au développement qui sont je dirais, le revenu du contribuable français, espagnol, italien à des pays qui ne respectent pas les droits de l'homme. Pour éviter que cette aide publique au développement n'atterrisse à des dictatures, il vaut mieux l'orienter vers la société civile, vers les médias libres. Comme ça, on va essayer de sensibiliser davantage les citoyens tchadiens sur leurs droits civiques et politiques, afin que nos citoyens, nos sociétés africaines puissent avoir un niveau de compréhension des questions de démocratie, questions de droits de l'homme et donc des questions politiques. Mais vous savez, l'Europe aussi a ses limites, Nicolas. L'Europe a ses limites parce que l'Europe, les Européens en général sont obnubilés par la question sécuritaire. Donc, en faisant une fixation sur les questions sécuritaires, les Européens oublient que les droits de l'homme, la liberté, la démocratie sont effectivement le fondement d'une société stable. Or, ça, cette question reste centrale. On n'est pas écouté. On n'est pas écouté à Paris, on n'est pas écouté à Bruxelles, on n'est pas écouté non plus à New York, à l'ONU. Donc, le combat pour les militants que nous sommes, journalistes, militants, blogueurs, activistes, etc., le combat reste complètement entier. Mais que les choses changent d'abord en France, c'est notre souhait. Il faut que les hommes intègres viennent prendre le pouvoir en France. Il faut que ça change dans le reste du monde. Sinon, la situation va rester toujours, la fracture entre nous et les décideurs politiques va rester quand même une fracture énorme. Et ça, je ne souhaite pas. Donc, c'est pourquoi on essaie à travers ces genres de rencontres de sensibiliser, de faire des pressions pour que les choses changent un jour et que nous ayons un niveau vraiment des libertés d'expression et surtout des respects des droits de l'homme au même titre que la France. Très bien, merci beaucoup pour ta présentation, Makaila. Évidemment, elle soulève beaucoup de questions et beaucoup de points de réflexion sur lesquels on reviendra plus tard. Notez tous vos questions quand vous voudrez participer à notre dialogue voilà, par la suite. Maintenant, je vais donner la parole à Taha. So, Taha, je vais traduire puisque Taha s'exprimera en anglais. Donc, je m'excuse d'avance par rapport à ma traduction en anglais. C'est pas forcément ma spécialité. Donc, voilà. Taha, I will name you administrator right now.
If you want to make a share screen and present your work to the members of the seminar. Donc voilà, merci à tous de couper les micros. Et est-ce que je... Ah, alors pardon Michaela, maintenant tu es hôte, donc c'est toi qui dois nommer Taha. Tu dois nommer Taha administrateur. Normalement, c'est dans l'icône à droite, dans les participants. Tu peux nommer Taha administrateur. Je ne sais pas si c'est bon. Alors, c'est Michaela, tu m'entends? Ah, Michaela, je t'entends. Ah oui, il faut que tu nommes Taha administrateur. Alors, en cliquant, tu dois cliquer sur son nom normalement. Et tu as les possibilités, à droite, tu as la possibilité de le nommer administrateur de la réunion. Tu me dis si... Yes, I got it. Okay, perfect. Thank you for that. Right. Nicola, if I can perhaps also put you on the side screen with me. Sure. So that you could, that would be, that way we are two ways so that you can perhaps step in when we have to translate. So basically the idea today is that what Nicola mentioned to me was that I would first start with a little bit of a background about my own self and how I have reached France and what I'm doing currently and the journey of my journey into exile. So for that reason, I would like to sort of introduce myself first a little bit and then perhaps go into my work. Would you like to translate that, Nicola, now? Yes. Donc, la première chose dont nous avons parlé avec Taha, c'était d'introduire son travail et son parcours en tant que journaliste exilé. Donc, c'est ce sur quoi il va revenir et puis je traduirai périodiquement par la suite. So I've been a journalist, a Pakistani journalist, and I was reporting in Pakistan from mid 2000s and up until 2018. So I had an experience of over a year, around 15 years almost. In the beginning, I was working with local media and with the local press television channels and newspapers. But then around 2010, I started working with international media. While I was in Pakistan, I also used to report from Afghanistan, and I did some reporting from India also. And but I was based in Islamabad. That was my last base where I was reporting from. And some of the news organizations I worked with include the New York Times, Guardian. I used to be the correspondent for the Christian Science Monitor, the Daily Telegraph from the UK. And then I also did a lot of television for the French media. So I was working with France 24, which is France 24, Okay. as their correspondent in Pakistan and Afghanistan for a bit. And then I was also doing documentaries with Arte, with M6, TF1, Canal Plus, etc. And I'm just going to translate what you started to say. Donc, alors, je suis un journaliste pakistanais. J'ai commencé mon travail de journaliste à la moitié des années 2000 jusqu'en 2018. Donc, j'ai fait environ 15 ans d'expérience. J'ai commencé en travaillant dans des médias locaux, donc la presse et les journaux locaux, avant ensuite de passer à des médias internationaux. J'étais basé au Pakistan, mais j'ai aussi couvert des sujets en Afghanistan et en Inde, même si ma base était à Islamabad.
Parmi les différents médias pour lesquels j'ai travaillé, vous avez le Times, le Guardian, le magazine Christian Science, le Daily Telegraph et ensuite de la télévision française, bien sûr, notamment France 24, mais aussi j'ai tourné des documentaires pour Arte et pour M6. Right. So basically, I was doing television and print media. I would like to explain why I started working with the international media, just to sort of give an idea of what started sort of becoming dangerous journalism work in my country. And when I started working with the local media in Pakistan's local media, there's a lot of censorship that is applied, not just by the state or non-state actors because of the threats and fears from them, but also because of journalists themselves. They do a lot of self-censorship. So there is a lot of direct censorship and there's a lot of self-censorship when it comes to the local media. And when I was working with the local media, I faced that a lot, and I could not talk about the issues which I wanted to talk about, especially when it comes to human rights issues in the country and religion. So these were two topics that were completely taboo, and local media would not touch them or would not explore them and would just superficially report them. And because of that, I started looking for other avenues where I could express my sort of, my freedom of press without any limitations. And that's why I started, pitching stories and moving towards international media somewhere in 2009 and 10. You're muted. Sorry. Je vais revenir sur la raison pour laquelle je suis passé des médias locaux aux médias internationaux. Quand j'ai commencé, et pour laquelle j'ai commencé à faire du travail plus dangereux en tant que journalisme. La raison, c'est que les journaux locaux au Pakistan faisaient beaucoup de censure, mais aussi beaucoup d'autocensure de la part des journalistes. De sorte qu'il était impossible de parler de tout un tas de sujets, et notamment de parler de deux sujets qui me tenaient à cœur en tant que journaliste, la question des droits de l'homme, d'une part, et la question de la religion, d'autre part. Et ces deux sujets étaient complètement tabous dans les médias locaux. Les journalistes n'y touchaient pas et n'en parlaient pas. Et c'est pour ça que j'ai commencé à exporter mes sujets, à pitcher mes sujets sur des médias internationaux. Right. So some of the stories that I started working on with the international media, I'm going to share the screen right now for you, all of you to see. And these were the stories that I did, which perhaps started, and I can tell you how they started getting me into trouble. This was somewhere around in 2014 that the first story that I did, I'm just going to show you. So if everyone can see the story, this is for the New York Times. And this basically was a story that I did on Pakistani detainees which were vanishing in covert jails. This was a 6-month investigation into how militants that were being caught by the Pakistan military, they were being killed in jails that were secret jails, and there was no sort of accountability for them. In Pakistan, there's a big issue of missing persons. People go missing because they are suspected to be militants or they are suspected to be anti-state. And then many of these people who go missing are killed in secret jails, and then their bodies are dumped. And not many people talk about it. Internationally, there has been a lot of coverage of it, but not even, I wouldn't say a lot, but there has been coverage of it. But locally, there is absolute sort of silence on this issue of military killing suspected militants or suspected people or so-called anti-state people. Ok. Je vais revenir sur les articles qui m'ont amené des problèmes. Le premier, c'était en 2014, une histoire du New York Times, où j'aborde la question, où j'ai traité la question des Pakistanais emprisonnés et tués
dans des prisons secrètes à propos desquelles il n'y avait aucune forme de prise de responsabilité, de accountability. Le Pakistan a un vrai problème de personnes qui disparaissent, de militants par exemple qui sont suspectés d'être contre l'État. Et un grand nombre de personnes sont donc capturées et tuées dans des prisons secrètes, et leurs corps disparaissent sans qu'on ait de nouvelles d'eux. Ce sujet a été traité internationalement, mais il a fait l'objet d'aucune couverture à l'échelle locale. Donc, personne n'a parlé de cette répression de la part des militaires sur tous ceux qu'on peut considérer comme étant contre l'État. Then there was another story that I did. So I'm just going to go through some of them really fast, so that just to show you. So then there was this other story that I did for France 24, which was a very recent one, in which basically. So this is for France 24. It was about Swat Valley, where there was a military operation. And after the military operation, there was a lot of, the military had moved into residential areas, and they were asking the residents to sort of evacuate and move somewhere else. And the military wanted to capture land there. So in sort of, in the guise of military operations against so-called militants, they were taking over precious land of locals who were farmers there, agriculturists there, and no one was again covering the story. And I went to Swat, and I covered this sort of abuse of the military power right after the military operations. So this was very recent. One of the recent stories that I did. Then there was another story which I did, which was about good Taliban and bad Taliban. This is sort of a policy that the Pakistan military applies inside the country and externally also in the region, in which they consider the militants which work for the Pakistani state interests as good, and the ones that work against the Pakistani interests as bad. And because of this differentiation, we do not have a sort of a zero tolerance for militancy policy. And this is something that I wrote about. Then lastly, just one more story that I'll share was about reporting from North Waziristan. This is a region in the tribal belt next to Afghanistan. And because of limited access, and journalists cannot go to this area on their own independently. And I talked about that sort of issue and how the government or the military was controlling reporting, and access is a big issue when it comes to sort of these war reporting and war conflict zones, where the military gives access, and this embedded journalism basically is happens because they want to send a certain message, or they want to sort of control the narrative around the conflict. And I spoke about it, and I spoke against it, and I said this is not independent reporting, and this is biased reporting in favor of the military, and we should have independent reporting. And all of these three articles that I just shared, 3 or 4 articles that I shared, every one of them, when I did, I received direct threats from the military. They would call me, they would come visit my house, they would reach out to my wife or her friends or my friends, senior journalists, and they would send a message saying or tell me directly that you are crossing a line, and if you continue to cross that line, things can go wrong for you. Je reprends ce qu'a dit, Taha. D'autres papiers que j'ai écrits. Alors, le deuxième, c'était pour France 24. C'était un papier dans lequel je racontais ce qui se passait dans la vallée du Swat, où en fait des militaires, pour le besoin de leur opération, s'étaient déplacés dans des zones résidentielles et accaparaient des terrains en chassant les propriétaires, qui étaient souvent voilà, des habitants locaux, des paysans, etc., qui étaient chassés. Et donc j'ai reporté ces abus de la part de l'armée pakistanaise. C'est un article très récent qui date de 2017. Un autre texte que j'ai écrit, c'était qui s'intitulait Good Taliban and Bad Taliban.
j'analysais le fait que, selon la doctrine militaire donc pakistanaise, il y a une différenciation entre les mauvais talibans qui vont contre en fait les intérêts du pays, de la nation, et les bons talibans dont les activités ne nuisent pas ou sont positives pour le pays. Et donc, du fait de cette différence entre bons et mauvais, il n'y a pas de politique de zéro tolérance contre ce type de mouvement. Et donc, j'ai dénoncé ça. Et enfin, le troisième article que j'ai écrit parlait de la situation au Waziristan, au nord-Waziristan, donc dans ce qu'on appelle la Tribal Belt, la ceinture tribale à la frontière avec l'Afghanistan, qui est une zone de conflit et dans laquelle les journalistes ne peuvent pas se rendre de façon autonome, c'est-à-dire qu'ils sont obligés d'avoir un accès garanti par l'armée. C'est donc le gouvernement qui contrôle la possibilité pour les journalistes d'avoir accès à ces lieux. Et quand il le fait et quand il donne cet accès, eh bien, c'est en échange d'un contrôle qu'il peut avoir sur la narration qui est faite du conflit. Et donc, j'ai dénoncé ça puisque c'est une forme de d'information qui n'est pas du tout libre et critique, mais au contraire une forme de reportage biaisé. Donc, chacun de ces articles m'a valu des menaces directes. Donc, ça veut dire des coups de fil, ça veut dire des passages sous ma maison, ça veut dire des appels à ma femme, où on me disait « tu es en train de franchir une ligne rouge et si tu continues à la franchir, tu auras des problèmes ». So finally, I mean, by 2017, the threats had become a lot, and they had become very regular. And in 2017, May 2017, it was the first time that they started an official inquiry against me. Under cybercrime and counterterrorism charges. So I was being charged with cybercrime and counterterrorism. I got a phone call from an officer from the Federal Investigation Agency, which is sort of the premier agency in the country that sort of looks at criminal activity and terrorism. And they wanted to, they asked me to come in for an investigation. They wanted me to hand over my laptop, my phone, my equipment. But I refused to do that, and they sent officers to arrest me at my residence, and I basically went underground for some time. And at that time, I filed a petition against this harassment that I was facing, and basically I can show you that. And when I filed a petition at the Islamabad High Court, I said that this is pure harassment, and they should stop doing that, because at the end of the day, I was asking them, how did I violate the cybercrime law or the counterterrorism law, and they would not give me any specifics. Instead, they would say that you have to come in for an investigation, which meant that I would be arrested, which meant that they could keep me behind bars for as long as they wanted, and I did not want to go down that route. So I refused to do that, and instead I filed a petition against this harassment at the courts. So at that time, if I can show you this, Reporters Without Borders and other international agencies, they came in and they sort of helped me out. And they because it was not just about me as an individual journalist, but it was about the journalistic community in Pakistan, because if I would have agreed to go in for an investigation over these frivolous charges, then the rest of the country or the rest of the journalists, it would set a precedent. So Reporters Without Borders issued this statement at that time, which says RSF supports a Pakistani reporter refusing to bow down to military. You can perhaps read the statement later on, but this is something that happened in 2017. Unmute. Voilà. Donc, pardon, il y a. Oh, you can keep the share screen, no problem. Donc, en mai-juin 2017, j'ai commencé à faire, pour le coup, on est passé des menaces qui étaient très fréquentes à une véritable enquête. Et donc, j'ai été mis sous enquête pour crime, cybercrime et contre-terrorisme.
Et donc, j'ai reçu un appel de l'agence, la Federal Investigating Agency, donc la première agence de lutte contre le terrorisme dans le pays. Et on m'a demandé, en fait, de venir les voir à propos d'une investigation. Et donc, il fallait que je donne mon ordinateur, mon équipement, mon téléphone. Des officiers ont été envoyés chez moi. Et donc, je suis parti, je me suis caché, en fait, je suis resté sous couverture pendant un certain temps. Et j'ai envoyé une pétition à la haute cour d'Islamabad contre le harcèlement dont j'étais victime. Parce que à chaque fois qu'on me disait, on me parlait de cette enquête pour violation, pour crimes cybernétiques et pour violation de la loi contre le terrorisme, on ne précisait pas les charges dont j'étais accusé. Donc, je savais que si j'allais là-bas sans qu'on me précise les charges, j'allais être arrêté, j'allais finir en prison. Je ne savais pas pendant combien de temps on pourrait me garder, autant qu'il l'aurait voulu. Et donc, plutôt que d'emprunter cette route-là, j'ai décidé de porter plainte à la haute cour d'Islamabad et de faire circuler une pétition. À cette époque, RSF a publié un article parce que, en réalité, si moi, je n'étais pas seul, si moi, je décidais d'aller à cette convocation, ça créait un précédent pour toute la communauté journalistique et c'est donc la totalité de la communauté journalistique qui serait mise en danger. Du coup, RSF a écrit cet article que vous voyez ici, où ils supportent et où ils apportent leur soutien aux reporters pakistanais qui refusent de s'agenouiller devant les militaires. Et donc, c'est pour cette raison, voilà, j'ai été désigné par ça. After this, the authorities in Pakistan backed out a little, but it was a very short-lived sort of liberty for me. I mean, I was still under a lot of pressure. And in January, on January 10th, 2018, while I was on the way to Islamabad airport for work to London. I was traveling to London for some work, journalistic work, and my taxi was stopped on the way by two cars, one in the front and one in the back. And I was forcibly taken out of the taxi at gunpoint. There were around armed men, around 10 to 12, and they basically started to beat me up, and they took me away they took over the taxi, and they ejected the driver, and they took over the car. And after beating me up for a few minutes, they put me back in the car, and then they were driving off. While they were driving off, at that moment, I saw that one of the doors of the taxi was unlocked and could help me get out. So I basically managed to wrestle myself out at that moment and jumped out of the car and ran on the other side of the road on Islamabad Highway, which is one of the main highways that connects the Islamabad airport with the city. And I ran, and I managed to reach, because they had taken away everything from me, so I managed to reach a telephone from someone on the street, and I called up a few journalist friends of mine whose number I could remember. At that time, I could not remember many numbers because I was in shock. And I called up a journalist, and he told me that the best thing that you can do right now is that perhaps head to a police station, nearby police station, and ask for police protection, and we will send a camera crew. A lot of people, ask me this, so I will clarify here only if there are these kind of questions, because at one point, at one end, the Pakistani military was trying to kill me, but at the same time, the Pakistani police was trying to protect me. And this is how Pakistan works usually in past. I mean, right now, the Pakistani government is pretty much controlled by the military, but at that time, it was the previous government. And the previous government, to a large extent, wanted to protect journalists, but they could not stand up to the military. And because of that, I asked for protection from the police, and they gave me that protection, and I filed a report saying that I was being threatened by the military for several years before this incident, and I named the Pakistan military as a suspect in my report at the police station. Alors, pardon, peut-être qu'après la traduction, tu pourras prendre la question qui est dans le chat.
Oui, tout à fait. Merci. On va prendre une question. Mais traduis d'abord, hein, pas de souci. Oui, très bien. We're starting to have questions right now. Donc, on a des questions. Très bien, merci à ceux qui les posent. Donc, je reprends la traduction juste. Donc, je reviens à ce qui s'est passé après cet article. Donc, mais dans la période fin 2017, j'étais quand même victime d'une énorme pression. Et ensuite, le 10 janvier 2018, alors que je me rendais à l'aéroport d'Islamabad pour aller à Londres dans le cadre de mon travail, mon taxi a été stoppé par 2 voitures, une devant, une derrière. Des hommes sont sortis et m'ont expulsé du taxi en me menaçant avec des armes à feu. Ils ont commencé à me frapper. Le conducteur, le chauffeur du taxi a été éjecté et on m'a frappé pendant plusieurs minutes. Et ensuite, j'ai été remis à l'intérieur de la voiture. Et ensuite, j'ai réussi à sortir par mes propres moyens en combattant, enfin, en me démenant et à me retrouver sur l'autoroute. L'autoroute d'Islamabad, suite à quoi je me suis enfui, j'avais tout perdu, je n'avais rien, et donc j'ai réussi à récupérer le téléphone d'une personne qui me l'a prêté, et j'ai appelé un des rares numéros dont je me souvenais, un ami journaliste qui m'a dit de me rendre à une station de police, un commissariat, pardon, pour demander la protection de la police, pendant que lui enverrait en même temps une équipe de caméramans et de reporters. Je précise que effectivement, ça peut surprendre qu'on me dise que les militaires pakistanais essayaient de m'assassiner alors que la police pakistanaise me protégeait. Mais il faut rappeler que ce n'était pas le gouvernement actuel, qui est en très grande partie contrôlé par les militaires, c'était le gouvernement précédent. Et ce gouvernement précédent essayait malgré tout de protéger les journalistes, mais ne pouvait pas faire face au pouvoir militaire. Donc voilà, je me suis donc rendu dans ce commissariat et j'ai demandé la protection des policiers. Right. So just to sort of cut the story short, in that after that, basically, that was January 2018, and then I was invited by the Interior Ministry, the Interior Minister of my country at that time, and he told me that if I want to continue to live safely in Pakistan, I should write an apology letter to the army chief. When I asked them what that apology letter should apologize, they said just ask for forgiveness for everything. And I was like, but that doesn't make sense. And once I realized that the government itself was not capable or in the capacity to protect me, and the elections were coming up, a lot of friends said that either you shut up or you leave the country. And I decided that I should leave the country, and France became the first choice because France, I was working with the French media. The French embassy in Islamabad was quite forthcoming in helping me get a new visa because my passport, the last one, was taken away by my kidnappers. So I had to get a new passport, new visas. Also, at the same time, because in 2014, I had gotten the Prix Albert Londres. So I had a very strong community connection with the French journalistic community. I was working with a French production house that offered me some part-time work to come and do it from Paris. Owing to all of these reasons, me, my wife, and my kid, we decided that we will move to France for some time and see how the situation is back home. And that's why we landed in Paris in February 2018, almost 2.5 years ago. Pour conclure cette histoire, pour conclure mon parcours, donc suite à ça, j'ai eu un rendez-vous avec le ministre de l'Intérieur qui m'a dit si je voulais continuer à vivre en sécurité au Pakistan, il fallait que j'écrive une lettre d'excuse au chef des militaires. J'ai demandé pour quel motif, de quoi je devais m'excuser, et il m'a dit de demander pardon pour tout. Ce qui n'avait évidemment aucun sens. Et c'est là que j'ai compris que le gouvernement n'était pas en capacité de me protéger. Et donc mes collègues journalistes m'expliquaient, me disaient aussi que vu les élections imminentes, c'était soit je me taisais, soit je quittais le pays.
Donc, ensuite, la France s'est présentée comme une destination évidente. D'une part parce que je travaillais beaucoup avec les médias français, d'autre part parce que l'ambassade française m'a aidé à obtenir un nouveau passeport, puisque l'ancien passeport, etc., avait été volé par mes kidnappeurs, par mes agresseurs. Donc, il a fallu que je fasse un passeport et des nouveaux visas. Et aussi parce qu'en 2014, j'avais eu le prix Albert Londres et une forte connexion, un fort écho dans la communauté française des journalistes. Une maison de production française me donnait du travail part-time. Donc, pour toutes ces raisons, c'est pour ça que j'ai voulu déménager à Paris avec ma femme et mon fils pour une certaine période de temps et voir comment la situation allait évoluer. Et c'est donc en février 2018 que j'ai décidé de partir, il y a maintenant 2 ans et demi. Well, yes, and just to add to the since the 2.5 years that I have been in Paris now, so the first year went by very quickly, and at that time, my life was a bit in chaos, and I did not know what was going on, and I thought that I would go back. But at the end of 2018, I was contacted by intelligence agencies in the US when I was traveling there for a conference, and then in France also. And they told me that if they had intercepted some communication, which was, I think, done by the foreign missions in Islamabad, and I assume that it was done by the CIA, but I don't know. And they basically told me that there's communication that they intercepted, which talks about an assassination plot about me, and I would be assassinated if I go back to Pakistan. And if I go to any Pakistan-friendly countries, also there is a risk of me being attacked. So they told me that it's best that you stay in exile in the West and try to limit your movements and try to be careful, because exile dissidents were also coming under attack. This was right after the incident of Jamal Khashoggi, who was killed by Saudi Arabia in Istanbul at the Saudi consulate. And at this time, the Western intelligence agencies thought that other countries, including Pakistan, could sort of replicate that kind of killing and go after its dissidents abroad. And so I was told that I cannot go back. So once I realized that in 2018, at the end of 2018, I realized that now I'm going to be in France, in Paris, for a long time. So I decided to look for work here. I was working with a lot of French media, but the French media, I went to France 24 for a job or for a position, but they told me that it was not possible because I was working with a production house, which was quite shocking for me, because for six years I had reported for them, and then despite that, they sort of rejected me, saying that you're not our problem and you are the problem of this production house, the French production house you were working with. And even though you were our correspondent, but you were not directly employed by us. So eventually I realized that I was not going to get a proper job in the media sector here. I had some part-time work, as I mentioned earlier. Then I started looking for some teaching jobs, and I started teaching at Sciences Po. I teach journalism courses currently there also. I teach free speech. I teach a course on war and media. I teach a course on human rights in South Asia and social media and journalism. So I teach 4 courses in a year at Sciences Po since 2019. And this year also I was teaching them. At the same time, I started writing a bande dessinée, which is a comic book that I'm developing with Glénat, the French publishing house, and it's supposed to come out in a year and a half. And then I launched my own website called southasiapress.org and safenewsrooms.org to document censored stories from Pakistan and underreported stories from Pakistan. My websites are blocked in Pakistan, and I have been receiving messages from the Pakistan Telecom Authority that I need to remove my content from the website. So if I want to continue having its visibility in Pakistan, so I'm still being targeted like that with censorship from Pakistan. Also, earlier this year, then I decided that with my experience of exile and my experience of going through this whole process, I need to sort of gather people together and bring them under one roof and sort of continue with my advocacy and my journalism and my activism. And for that reason, me and my wife, we launched a place called
the Dissident Club this year in Paris. It's an intellectual bar and cafe where we do debates and talks, and we do documentary screenings and other kind of intellectual events where we bring in political dissidents and refugees from around the world. And the idea is to introduce us, our stories, and our conversations to the French audience and the Parisians, and sort of talk to and sort of change this attitude and perception towards refugees being people who come here just for a new life. Many of us do not come here for a new life. Many of us come here because we want to continue what we were doing in our own countries, but in a safer environment. So now I manage this place called the Dissident Club, where I right now, because of the COVID restrictions, it's shut down because it's a bar and a cafe. But now we're doing online events for it, and you can check that out more on our pages. It's called the Dissident Club. Très bien. Alors, je conclus donc, je conclus ce que tu disais, Taha. Et pour terminer sur mon parcours, pendant ces 2 années et demie qui se sont passées, la première année s'est passée très vite, puisque ma vie était vraiment dans le chaos et je n'y voyais pas très clair. J'avais l'intention de revenir au Pakistan. En réalité, j'ai reçu une communication du service des affaires étrangères des États-Unis qui disait avoir intercepté des communications au Pakistan où il était question d'un plan d'assassinat si je revenais au pays. Puisque le Pakistan était en train de mettre en place une stratégie pour s'en prendre non seulement à des résidents au Pakistan, mais aussi à des exilés pakistanais hors de son sol. C'était à l'époque de l'affaire Jamal Khashoggi, qui avait été séquestré et torturé à l'ambassade en Turquie. Et à cette époque, les services d'intelligence occidentaux pensaient que différents pays, dont notamment le Pakistan, pourraient tenter de répliquer ces tentatives d'assassinat ou ces pratiques d'assassinat. Et donc, j'ai réalisé qu'il était impossible pour moi non seulement de revenir dans mon pays, mais même de me déplacer dans un pays qui serait favorable ou en bon terme avec le Pakistan. On m'a dit donc de faire très attention à mes déplacements et de ne pas revenir. Du coup, j'ai commencé à chercher du travail en France. Et je me suis adressé à France 24, pour qui j'avais été correspondant pendant 6 ans. Et leur réponse a été oui, mais en réalité, tu n'étais pas correspondant directement pour nous, tu étais correspondant pour une maison de production qui travaillait pour nous, donc tu n'es pas notre problème. Et je dois dire que j'ai été très étonné, malgré toutes ces années de travail pour eux, qu'on me rejette et qu'on me dise au final que ça dépendait d'une autre maison de production. Et là, on rejoint un petit peu ce que disait Makaila, mais on y reviendra un peu plus tard. Donc du coup, je me suis rendu compte que je ne trouverais pas d'opportunités dans le secteur journalistique en France. Et j'ai cherché d'autres formes de travail, d'autres métiers, et j'ai pu enseigner, notamment à Sciences Po, où j'enseigne 4 cours. Et là, je projette aussi une bande dessinée avec la maison d'édition Glénat, qui revient sur mon expérience de l'exil et qui devrait sortir dans 1 an et demi. Et j'ai aussi donné vie à un blog qui s'appelle southeasternpress.org, où je reviens sur ce qui se passe au Pakistan, j'accueille des communications. Ce site est bloqué au Pakistan et j'ai reçu des messages des autorités pakistanaises qui me disent qu'il ne sera débloqué que quand j'aurai retiré des contenus. Donc voilà, le site est aussi victime de censure en ligne. Et enfin, la dernière chose, c'est en revenant justement sur cette expérience de l'exil, je me suis rendu compte que je devais réunir des personnes autour de moi, continuer mon travail d'advocacy et donc de défense des droits de l'homme et de journalisme. Et pour ça, j'ai créé avec ma femme un lieu à Paris. On a ouvert un lieu qui s'appelle The Dissident Club et qui organise des activités, donc des débats, des discussions, des rencontres avec des dissidents politiques, notamment et en particulier avec des réfugiés. L'idée, c'est de partager nos histoires, de nouer des liens, de faire connaître notre situation et la situation des réfugiés
au public français et aux Parisiens aussi, pour faire comprendre que les réfugiés ne sont pas, contrairement à ce qu'on dit, ou pas toujours, des personnes qui viennent en France pour réinventer leur vie, avoir une nouvelle vie, mais très souvent aussi des personnes qui veulent continuer ce qu'elles faisaient dans leur pays d'origine, mais dans un environnement plus sûr. Voilà. Donc, je reprends. Donc, il nous reste 35 minutes environ. Donc, ce temps, on va le consacrer aux questions de tous nos invités. Alors, on est suivi aussi sur Facebook, donc on va voir un petit peu s'il y a des questions sur le live Facebook. Alors, Makaela, ton son est coupé? Je t'entends pas. Alors, ouais, tac. Je suis là. Alors, donc, pardon, excusez-moi, si vous avez des questions sur le live Facebook, n'hésitez pas à les poser, on regardera les commentaires. Si vous avez des questions dans le séminaire, allez-y. Donc, j'accueille une première question. Donc, ma question, est-ce que les ONG ont une action en amont de l'exil, sachant que le journaliste serait opérationnel dans son propre pays avec sa propre culture? Donc, je pense que cette question est adressée à Taha. So I will translate the question, perhaps. Do ONGs work before your exile, helping you being more operational within your own country and your own culture? Thank you. Right. Basically, at that time, one of the reasons why I felt that I was protected for a very long time was that I had a lot of international support from different organizations which were working on press freedoms. So as I showed you with Reporters Without Borders, with Committee to Protect Journalists, Amnesty International, Human Rights Watch, these are some of the organizations that came forward and supported me during my sort of time when I was in Pakistan and was being targeted and harassed. At the same time, another sort of international mission that was helping me out a lot and was standing up for me was the European Union mission there. So the EU mission also, and when I came to France, they were the ones who offered me a Human Rights Defender Program grant for relocation and paid for a lot of my expenses in that way. So and then all the other organizations that I mentioned, they were also part of that grant. So I was lucky enough, but I think, I mean, in my case, I would say it is not the rule, it is an exception, because many of the journalists that I do know usually do not have that kind of access, that kind of network, that kind of they don't know those people in the international media. I was working with the international media for a long time, so I had the connections to get that. So in some ways, my case, even when I came to France and went through the whole refugee process, I've had some privileges, and I realized those privileges. And despite those privileges, I had a lot of difficulty. And so I shudder to think people who do not have those privileges, do not have those connections, they must go through a lot more difficulty and trouble than me. Donc, pour répondre à la question qui a été posée, donc j'ai effectivement reçu un soutien international très fort avec de nombreuses associations, notamment Human Rights Watch. Can you repeat the name of the association that gave you a grant? There was the Reporters Without Borders, Amnesty International, Committee to Protect Journalists. Then there was Freedom Press Unlimited. There was and with European Union Human Rights Defender Program. Et donc voilà, il y a les cinq associations qu'a cité Taha, donc Reporters sans frontières, Amnesty International, le Freedom Press, le Comité européen. Toutes ces associations lui ont permis non seulement d'être protégé, mais aussi de recevoir des fonds pour pouvoir reprendre ses activités. Mais cela dit, ma situation n'est pas la règle, elle est plutôt une exception, puisque beaucoup d'autres journalistes, moi je travaillais déjà avec les médias internationaux, j'avais des accès, j'avais des contacts, mais beaucoup de journalistes n'ont pas forcément cette situation. Et donc même si voilà, j'étais un peu parti, comment dire,
j'avais cet avantage, on va dire. Mais même malgré ces connexions, lors de mon arrivée en France, j'ai quand même expérimenté de très fortes difficultés. Donc voilà, et encore une fois, ce n'est pas l'exception, ce n'est pas la règle, c'est l'exception. Alors, une question, on a une deuxième question. Ah bah, alors, la deuxième question, posez-la pose-la directement. C'est de quelqu'un de notre équipe. Ok, c'est une question pour Taha et pour Makaila. Du coup, en anglais, désolé. Hein. To what extent were you aware of the oppositions you would have to know, to experience when you start working as a journalist? Et donc, à quel point vous avez conscience donc des freins qui vous seraient opposés dans votre travail quand vous l'avez commencé en fait? Right. So basically, I mean, Pakistan has been rated as one of the most dangerous countries in the world 3 or 4 times during the last 20 years by international press agencies. So Pakistan has been a very dangerous country for journalists. And we knew that. The thing is that most of the journalists basically, as I mentioned, they usually opt for self-censorship, and they continue to live within those self-censorship models, and they do not want to upset anyone. But these self-censorship models keep on increasing, and we keep on giving more space to the military, to the authorities, and our own space keeps on shrinking. And I realized that somewhere in my career, when the local media was not letting me work on stories, I realized I should do it with the international media. But when I did this with the international media, I realized there was a lot of dangers, and a lot of my friends would, I always mention this, that a lot of my friends would at evenings, and they would come to me and they would say, oh, let's take a last selfie with you because maybe tomorrow you will not be around, as a joke. So it was like, because I might go missing. And so I knew the dangers, but because a lot of us were not speaking up, I felt that I wanted to speak even more. So I was even doing a lot more than the rest of the journalistic community. So I was doing it on social media, I was doing it through my writings, and I was doing through my activism by going to places, because journalism was under attack and is under attack in Pakistan and around the world in many countries. And when journalism is under attack, then you no longer have to just report. You have to go beyond reporting. You have to do advocacy. You have to bring the story to the people, and you have to cut through the noise. And so we do know the dangers of it, and I knew the dangers for it. And eventually, when the dangers became too personal to me and I was attacked, I realized that it was time to sort of perhaps relocate myself and continue. So I came to France. But even in France, for example, it's not completely safe. I am safer in France, but I'm not completely safe because, as I said, they continue to censor my website. They continue to harass me through direct messaging to me, even in France. And then the intelligence agencies told me to be careful. And my parents, who live in Pakistan, continue to be threatened. My father was taken away for an interrogation earlier this year. So in that sense, and exiled dissidents, for example, with Jamal Khashoggi's case in Paris in 2013, 3 Kurdish dissidents were killed by a Turkish by an operative linked with the Turkish intelligence agencies. Recently, a Baloch journalist was found dead in Sweden in a river. We don't know how he died, and he was an exile like me, and he was a critic of the military. So we still continue to have those threats, but I say this always, that there's a very thin line between bravery and stupidity, and I try to be on the brave side, not on the stupid side. Voilà. Je vais traduire la phrase je vais traduire la réponse de Tara, et ensuite, Makaila, tu répondras aussi à cette question, elle est adressée à vous deux. Donc,
Concernant la prise de risque, en fait, et les dangers auxquels j'allais m'exposer, ces 20 dernières années, le Pakistan a été élu, si je ne me trompe pas, ou considéré 3 ou 4 fois comme le pays ou l'un des pays les plus dangereux au monde. Donc, pour les journalistes, je savais pertinemment que c'était un pays très dangereux pour les journalistes. Et la plupart des journalistes survivent ou s'adaptent à ce système en adoptant une forme d'autocensure. Mais ces modèles d'autocensure n'arrêtent pas de grandir, en fait, n'arrêtent pas de se censurer de plus en plus face aux demandes des militaires. Donc, je me suis rendu compte que je n'avais pas de place dans mon travail avec les journalistes locaux, et c'est là que j'ai décidé d'écrire pour des médias internationaux. Et même à cette époque, beaucoup d'amis me mettaient déjà en garde. Parfois, ils me disaient, par exemple, viens ce soir, on va se faire, pour rigoler bien sûr, hein, mais ils disaient, viens, on va se faire un dernier selfie parce qu'on n'est pas sûr de te revoir. Et il y avait des chances que je disparaisse. Donc, voilà, je savais, j'étais conscient de ces risques. Et en même temps, le fait que la communauté des journalistes ne parle pas, le fait que la communauté des journalistes dise si peu m'encourageait à en dire plus. Parce que quand on a un tel système de censure, quand le journalisme est sous attaque, quand le journalisme est en danger, eh ben, il faut faire plus que du journalisme. Il faut écrire, il faut faire de l'advocacy, il faut, you said cut through the noise, il faut couper à travers le bruit, c'est une très belle formule, pour être entendu. Et même en France, même maintenant que je suis en France, je continue je suis plus en sécurité, mais je ne suis pas complètement en sécurité puisqu'on continue à me harceler. Les agences de renseignement continuent à me dire de faire attention. Il y a eu des dissidents exilés qui ont été assassinés dans différents pays européens. En 2013, il y a eu 3 dissidents kurdes qui ont été tués par des agents en connexion avec les services secrets turcs. Il y a un journaliste du Baloutchistan qui a été trouvé il y a peu assassiné en Suède. Pardon. Donc, ces menaces existent bien. Et je pense, comme on dit, qu'il y a une ligne fine entre la stupidité et le courage, et j'essaye de me tenir du côté du courage. Et voilà, Makaila, du coup, comment est-ce que tu réponds à cette question? Justement, d'abord, merci à Taha pour son intervention si brillante, beaucoup plutôt pertinente sur tout le plan. Je connaissais très bien déjà, nous connaissons déjà la situation au Pakistan au regard des rapports faits par Reporters sans frontières, et mais aussi des rapports qui sont faits aussi par le Comité pour la protection journaliste qui est basé aux États-Unis et qui fait des rapports pertinents sur la situation des libertés et des journalistes au Pakistan. Je ne suis pas surpris que Taha en soit victime parce que c'était une évidence, un régime très liberticide, un régime verrouillé. La police est effectivement aux aguets dans la trousse des journalistes. Donc, en tout cas, merci pour son intervention. Pour revenir aux questions qui ont été posées par cette collègue, je pense que elle a soulevé une question aussi importante en ce qui concerne les obstacles, les freins auxquels les journalistes en général qui viennent des pays en développement, je parle du Tchad, je parle de la Guinée, je parle du Cameroun, je parle de ces pays du Gabon, des pays d'Afrique, et je parle même de l'Algérie et de la Tunisie, hein, parce que moi j'ai eu la chance d'être en Tunisie, j'ai des confrères journalistes algériens, tunisiens qui ont subi sous Ben Ali des régimes très difficiles. En tout cas, les freins sont multiples et variés. Moi, j'ai identifié quelques freins, les freins au niveau politique. C'est-à-dire quand vous êtes dans un pays comme le Tchad, quand vous êtes dans un pays comme le Gabon, vous êtes heurté à des situations politiques difficiles parce que l'acteur politique, les hommes au pouvoir ne vous permettent pas de vous épanouir intellectuellement. Vous êtes souvent traqué, intimidé, brimé. Vous pouvez être traqué par les agents de renseignement. En ce qui concerne le Tchad, c'est ce qu'on appelle l'Agence nationale de la sécurité. Donc, c'est une agence qui traque les journalistes, etc., et ça qui ne les empêche de pouvoir s'exprimer véritablement dans les colonnes de leurs journaux. Les freins d'ordre juridique, pourquoi? Parce que la justice, elle est utilisée à des fins des représailles politiques orientées contre les journalistes qui dérangent. Moi, j'ai eu la chance d'être à l'étranger, mais je vais parler du cas d'un journaliste qui s'appelait Martin Inoua Dougué. C'est un journaliste tchadien qui a été arrêté pendant 9 mois, détenu au Tchad même, pendant 9 mois, pratiquement 10 mois, en pleine conférence internationale des barreaux francophones.
Martin, pourquoi son seul tort, c'est qu'il a critiqué une ancienne ministre de la Santé. Cette dame n'est plus ministre, mais elle fait partie de la sphère politicienne. Il a fait 9 mois de détention. Il a fallu que nous nous mobilisons au niveau international, notamment avec les Reporters sans frontières, le Comité pour la protection des journalistes, la Conférence internationale des barreaux francophones. On a mobilisé pratiquement tous les acteurs internationaux pour obtenir sa libération. Les freins d'ordre matériel. Vous savez, quand vous êtes journaliste indépendant, quand vous êtes journaliste d'un journal privé, vous n'avez pas les mêmes moyens que les journalistes qui travaillent dans les journalistes institutionnels, des médias publics. C'est que ceux qui sont dans les médias publics sont beaucoup plus outillés, ils sont renforcés en termes de moyens, moyens matériels, moyens techniques, etc. Vous êtes, je dirais, clochardisé. C'est le mot qui est souvent appelé parce que vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts, en fait, en étant journaliste. Vous devez payer le journal, vous devez payer, vous êtes privé des publicités aussi, hein, parce qu'il faut des publicités pour pouvoir quand même publier vos journaux. Or, si on vous a privé des marchés, des publicités, des publicités, donc ça veut dire que vous ne pouvez pas émettre. Et les freins d'ordre social et financier. L'ordre social parce que vous êtes déjà précarisé. Donc, vous n'avez pas un lien social avec votre propre famille. C'est que votre propre famille vous abandonne parce que vous n'avez pas de quoi leur donner. Et donc, ça c'est une rupture très profonde. Quand vous êtes isolé au sein de votre propre famille, il y a un problème. Ça veut dire que moralement, vous n'êtes pas soutenu. Si vous n'êtes pas soutenu moralement, vous pouvez pas produire, faire un travail intellectuel cohérent avec vous-même. Et donc, le frein d'ordre financier, c'est évident parce que quand vous percevez, moi, je vous donne un exemple. Quand on est à Dakar, on percevait ce qu'on appelle les subventions de l'État. Et là, c'est le Sénégal qui reste quand même un pays démocratique par rapport au. Donc, chaque mois, on avait à peu près 25 000. 25 000, c'est 40 euros par mois. Vous savez, 25 000 francs CFA, donc c'est 40 euros pour un journaliste qui présente ses émissions. Donc, du coup, avec cette somme si petite, comment vous pouvez quand même tenir compte longtemps? Et donc, tous ces obstacles-là sont vraiment à soulever, sont des obstacles majeurs à soulever qui doivent quand même permettre. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, quand j'étais à Bruxelles, j'ai fait un plaidoyer pour les journalistes des médias privés. J'ai fait un plaidoyer pour la société civile africaine aussi, pour qu'ils aient les moyens, effectivement, de leurs ambitions. Maintenant, pour revenir à l'intervention de Taha, j'ai trouvé un point qui était important, c'est celui qu'il a quand il est venu à Paris, en France, quand il est parti voir France 24 et leur faire savoir qu'il a été leur correspondant, ils ont à la limite rejeté sa proposition s'il pouvait être encore utile. Moi aussi, effectivement, à l'époque, au Sénégal, je travaille avec ce qu'on appelle la rubrique Les Observateurs de France 24. Et là, j'ai produit beaucoup d'articles, 2, 3, 4 articles, etc. Sauf que moi, je n'ai pas fait la demande. Je sais très bien que France 24 n'est pas un média public. Et quelqu'un comme moi qui suis plutôt un média alternatif, un média indépendant, je ne peux pas me permettre de travailler dans un média public en France parce que les France 24 sont très attachés au ce qu'on appelle l'unité d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères. Donc, je ne trouve pas normal que quelqu'un comme Taha, ou je ne sais pas, peut-être qu'il y a aussi un enjeu économique, intérêt politique, la France qui lie la France et le Pakistan. Ça ne m'étonne pas que vraiment on décline sa proposition. Mais en tout cas, il y a une autre réalité à laquelle les journalistes en exil sont confrontés, c'est les défis d'intégration dans le milieu de la presse française aussi. Nous, justement, on n'est pas formé en France. Il y a un problème. On va vous dire maintenant, vous n'êtes pas formé à l'école de journalisme en France. Et là, c'est un problème. Nous avons proposé au niveau de la maison journaliste ce qu'on appelle la mise à niveau intégral. C'est-à-dire, si jamais on estime que les journalistes qui ont été formés en Afrique, etc., moi, j'ai fait un institut de communication journaliste en ligne à Paris, ça fait 6 mois. On a demandé à ce que la maison journaliste puisse quand même proposer à l'époque, en 2017, on avait reçu le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, qui était venu à la maison journaliste, et il y avait des journalistes qui ont fait cette proposition. Il va falloir que des grands médias français intègrent ces journalistes étrangers qui sont en France, qui parlent parfaitement français, qui sont francophones, et des journalistes qui parlent anglais. Il faut aussi relever leur niveau de la langue française pour qu'ils puissent être aussi productifs dans les rédactions françaises. Mais je pense que ça reste quand même un combat très, très difficile à mener et nous allons continuer à travers la maison de journalistes, même vous. Je pense qu'au niveau de votre école, vous pouvez peut-être soulever cette question et vraiment apporter des moyens à des journalistes pour quand même relever leur niveau et qui
mais aussi c'est la question de l'information en France. En tout cas, tous ces journalistes qui sont accueillis en France vivent en France et la France a intérêt aussi à porter une attention sur eux. Oui, justement, vous répondez en fait déjà à une question que j'avais par rapport à ça. Autrement dit, le fait que vous soyez des journalistes auxquels des médias français ont recours dans leur propre pays et qui, une fois qu'ils arrivent en France, finissent par déranger, qu'on ne sait pas exactement où mettre et dont on ne reconnaît pas les compétences, même si, en un sens, le fait que vous soyez ici témoigne justement de vos compétences, si vos compétences ont servi à déranger les pouvoirs en place. Donc, du coup, je voulais vous demander juste, selon vous, à quoi c'était dû? Est-ce que c'est une question de culture journalistique? Est-ce que c'est peut-être cette persistance d'une idée qui aurait un premier monde, la France, etc., où les choses fonctionnent d'une certaine manière, et puis une situation internationale qu'on préfère regarder de loin. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez, Taha et Makaila? Tu traduis à ta et puis après moi je... Yes, I will translate concerning what Michaela said. He said that there is a big waste of the potential of exiled journalists in France, since they are not taken into consideration, or much less than what the way they were considered back in their country, as you said, concerning your experience with France 24. And I wanted to ask, what do you think this is? What causes this, in your opinion? Is it a question of political culture? Is it a question of perhaps a form of complacency towards journalists from other countries, from non-Western countries? So, what is your take on this? Well, when we are in our countries, at that time, we basically have that kind of access, and because we're locals, we are a useful asset for international media. And sometimes we are used in that way, but our utility sort of ends when we are no longer in those countries or in those situations. And most of the time, we see that in the Western media, they are limited to sort of using your experience and your sort of your journalism in the way they want to see it, not the way you would want to do it. And once you come to the West and you sort of you look for other avenues, the problem is not just because of these organizations also, but because of the fact that as a political refugee, I mean, practically speaking, for me to travel and go and report in different countries under my status will be quite difficult to begin with. So I understand that there are limitations that I have because of my status as a citizen has changed. In Pakistan, I was still a citizen of the country, and I had a passport, and I could have a country behind me. But now I'm already under protection by France, so it can get complicated. But the bigger issue here that I would like to sort of highlight is the fact that, many at times these international Western organizations, they push their journalists, or they let their journalists do risky things and take a lot of risks, but there is nothing to fall back on. And that is a bigger problem, because these organizations should build a system where journalists like us who have to go into exile can be accommodated, and they cannot just say that you're not our responsibility, or we cannot hire everyone, which is the kind of responses I got. So I think a mechanism should be built by these organizations, because we put our lives at risk for them. Je vais traduire ce que tu viens de dire, Taha. Et j'en profiterai juste parce que tu soulèves un point intéressant. Donc, la première chose, c'est que quand les médias occidentaux font appel à nous, ils nous utilisent dans un certain sens, ils utilisent notre expérience, et puis ensuite, ils nous utilisent tant qu'ils ont besoin des informations que nous connaissons et de notre expérience. Et ensuite, quand on n'a plus besoin, eh bien, ils ne voient plus d'utilité à collaborer avec nous.
Alors, bien sûr, je comprends que ma situation ici en France, en tant que réfugié politique, n'est pas la même que celle au Pakistan, puisque au Pakistan, j'étais un citoyen du pays à tous les effets, alors qu'ici en France, ce n'est pas le même statut juridique, et donc ça pourrait devenir compliqué, j'ai des limitations. Mais d'autre part, je pense qu'il y a une question plus importante, qui est que les différentes organisations internationales nous encouragent quand même à prendre des risques. Et en même temps, même si on prend des risques parfois énormes qui ensuite nous poussent à l'exil, il n'y a aucune toile de sécurité dans laquelle retomber. Et donc, je pense que ces associations devraient créer un système qui permettrait aux personnes derrière, une fois qu'elles se sont retrouvées dans cette situation, de venir en France et de ne pas avoir des réponses du genre « Ah oui, mais tu n'es pas notre problème » ou « On ne peut pas engager tout le monde ». Et pardon, excuse-moi, avant que tu répondes, Makaïla, ce que tu disais, Tara, me fait penser quand même à la situation. On parlait de colonialisme il y a 2 semaines. Est-ce qu'on peut parler et notamment, on sait que dans le colonialisme, il y a cette figure de l'informant natif, de native informant. Est-ce qu'il peut y avoir des formes de rapport ou de perception un peu coloniale dans ce genre de dynamique qui s'instaure? Donc voilà, je vous pose la question à tous les deux, Makaïla. Ton micro est coupé. Oui, merci à Taha. Taha, il a soulevé, effectivement, il a apporté des réponses qui sont des réponses, à mon sens, satisfaisantes parce que je partage entièrement ce qu'il a dit sur la question des prises en charge, même des journalistes qui ont été quand même utiles à un moment donné dans leur pays d'origine et une fois ici en France, ils ont été délaissés pour des considérations qui nous échappent. En tout cas, pour répondre à la question, c'est que, premièrement, moi, j'estime que la culture du journalisme est une culture universelle. Il est hors de question que le journalisme qui est pratiquement en France n'est pas différent du journalisme qui est pratiqué aux États-Unis, au Pakistan ou bien en Afrique. C'est les mêmes, effectivement, c'est les mêmes formations, c'est les mêmes techniques de journalisme. Donc, du coup, je ne vois pas la différence. Sauf que, comme tu l'as dit, il y a une ascendance qui concerne la France, il y a un passé colonial qui lie la France à des pays africains. Et donc, il y a une ascendance qui fait que cette ascendance de la France néocolonialiste sur nos États ont des conséquences immédiates sur les rapports avec des journalistes, sur les rapports professionnels entre les journalistes venant des pays d'ex-colonie et l'ancienne puissance colonisatrice qui est la France. En tout cas, ça, c'est une question qui mérite d'être soulevée, qui mérite d'être qui devait nous questionner, nous tous, et pour que ces rapports soient beaucoup de rapports. Maintenant, l'aspect international qu'a soulevé Taha se justifie. Pourquoi? Parce que c'est vrai, une fois que vous êtes journaliste, une fois que vous êtes sous la protection internationale, de la Convention internationale des réfugiés, la France, qu'est-ce qu'elle fait? Elle désengage sa responsabilité. Pourquoi? Parce qu'elle estime que maintenant, vous êtes sous la protection internationale. Si jamais on vous implique dans les médias en France, peut-être ça peut heurter votre pays d'origine. Par exemple, si moi, on me donne une visibilité dans les médias français, peut-être ça va avoir une conséquence sur la politique étrangère de la France, la politique étrangère de Paris vis-à-vis du Tchad, et que le Tchad pourrait effectivement jouer son influence, etc. Dans un pays comme et c'est valable, je pense, aussi pour le Pakistan, qui, effectivement, aide les Occidentaux d'une manière générale dans la lutte contre le terrorisme au Pakistan, etc. Donc, du coup, la question du réel politique se pose parce que les pays occidentaux, au-delà même de la France, c'est les pays occidentaux en général qui, effectivement, jouent sur 2 tableaux. D'un coup, ils veulent respecter leurs engagements internationaux, les valeurs de droits de l'homme, etc., etc. Mais de l'autre côté, ils préservent aussi leurs intérêts. Donc, c'est au détriment de qui? C'est au détriment du journaliste engagé, du journaliste qui… Donc, en tout cas, cette question vraiment, telle qu'elle a soulevé Taha, nous l'avons toujours soulevée, mais nous n'avons pas pu le mettre sur la place publique parce que nous le disons tout à l'heure dans les échanges comme ça, dans les panels, on prend la parole, on explique, mais un jour, le moment viendra et je pense que la proposition faite tout à l'heure par Taha a tout son sens parce qu'il faut que les organisations internationales prennent en charge cette réflexion pour qu'en fait, le journaliste qui est accueilli en France ou bien le journaliste qui est accueilli en Belgique, en Italie, etc., sont vraiment considérés, introduits, intégrés dans le processus du métier du journalisme. En tout cas, je vais parler le cas de la France pour revenir encore. Imaginez-vous, moi, je suis accueilli par la France. Sauf que ce n'est pas une fondation française, aucune structure française qui m'a aidé
pour que je puisse parler plutôt de mon parcours. Mais plutôt, c'est une fondation étrangère allemande qui m'a proposé de faire un récit sur mon parcours. Alors, et qui ce récit a été écrit certes en français, mais qui va être traduit en anglais, en allemand, et qui va profiter plutôt à d'autres peuples qu'à la France qui m'a accueilli. Donc là, vraiment, c'est une problématique qui est majeure et qu'il faut absolument tout le temps réfléchir à comment couper. On n'est pas dans une logique de rupture, mais on est dans une logique de continuité, sauf que la continuité devait être dans le bon sens. Que les écoles de journalisme en France essaient de donner la chance à des journalistes qui sont accueillis en France et qui est un partenariat entre notamment le Haut Commissariat pour les réfugiés, l'OFPRA, l'Office français pour la protection des journalistes, les écoles de journalisme, etc., et la maison de journalistes, pour que vraiment les journalistes accueillis en France puissent quand même aussi apporter leurs réflexions. L'État a raison de dire qu'ils ont besoin de… Là, c'est vraiment un peu conflictuel, mais nous, on essaie de se contenir parce qu'on n'essaie pas de l'extérioriser, c'est-à-dire on n'espère pas de l'écrire tel que ça se dit aujourd'hui dans un panel comme celui-là. On le dit, on le pense, mais on ne l'écrit pas parce qu'on sait que vraiment on est tenu par une obligation de réserve vis-à-vis de notre pays d'accueil qui est la France. Très bien, merci beaucoup pour cette réponse. Y a-t-il peut-être, est-ce qu'il y a des questions supplémentaires? Il nous reste encore 10 minutes sur lesquelles on peut continuer notre réflexion. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, hein, prenez la parole, écrivez-les. Entre-temps, je voudrais revenir, puisque, encore une fois, Makayla, tu as parlé de l'importance de votre travail pour la formation de l'opinion publique. Pardon, excusez-moi, il reste juste 5 minutes, excusez-moi. Je me suis trompé dans les horaires. Pour la formation de l'opinion publique. Oui. Et j'aimerais juste poser cette question à Tara pour avoir son avis. Tara, do you think that the work of journalists has an impact or should have an impact on the formation of the public opinion, especially since we discussed the questions of freedom of speech and education to the media? You know, when I joined journalism in the beginning, at that time, many of my senior journalist colleagues would tell me that our job is to just report and that's about it. It ends there. But I don't think so, and I do not agree with that. Now, 15 years later in my career into journalism, I think journalists are supposed to create change. Whether they ask for that change openly or not is a matter of choice. But even in the way we report our stories, the people we bring forward, the people we interview, the people we select to interview, the stories we select to interview, all of that is sending a message, a subliminal message of changing the narratives, changing the perceptions of certain things. And that change is what we are hoping for in the larger society. So in that way, I think journalists need to journalists are actors of change, and they are vehicles of change, and we should never forget that. And we have a lot of responsibility, not just to report things, because reporting things is sort of, this idea that journalism can be objective and can just be talking about from a neutrality perspective. I disagree with that. All journalism is subjective, and we need to realize the potential of that subjectivity and then work towards a certain way where we can attain maximum potential through our stories, through our work, and change the society as a consequence. Très bien, je vais traduire ce que tu viens de dire, Tara. Oui, on m'a toujours dit que le journalisme, il y a une forme on attend des journalistes une forme de neutralité. Et puis au fur et à mesure de mon parcours, je me suis rendu compte que non, c'est pas seulement ça. Les journalistes doivent créer du changement.
les histoires qu'on raconte, les personnes qu'on interviewe, à qui l'on choisit de donner de la parole, tout ça envoie une forme de message subliminal qui change la narration et la perception des choses. Et changer la narration et la perception des choses, c'est amorcer un changement, le changement que nous espérons pour la société. Et donc, je considère que les journalistes sont des acteurs et des instruments du changement et qu'on ne devrait jamais l'oublier. Donc, cette idée de perspective neutre, je ne suis pas d'accord. Le journalisme est profondément subjectif et on doit se rendre compte du potentiel de cette subjectivité et travailler à atteindre un maximum, un palier maximal de cette subjectivité, de cette prise de parole. Makayla, oui, si tu veux réagir. Alors, moi, je trouve aussi très technique ce qu'il a dit Taha, c'est que vraiment aujourd'hui les débats auxquels nous assistons depuis un certain temps, c'est que les gens essaient de diviser le journalisme professionnel au journalisme militant. Effectivement, le journalisme lui-même, c'est un acteur de transformation sociétale parce que c'est ce que disait Taha est important. Il faut qu'on intègre aujourd'hui dans les débats nationaux ce que fait les journalistes indépendants, ce que fait les journalistes militants. Parce que les journalistes militants est ce qu'on appelle les journalistes de proximité, c'est-à-dire il est très proche du peuple, il est très proche des soucis, des préoccupations de la société. Donc, ces journalistes-là, le travail qu'ils font, les interviews qu'ils réalisent, les petits reportages qu'ils publient sur sa page Facebook, etc., doivent être intégrés effectivement dans les données relatifs même au processus démocratique, à la construction d'un état de droit. Et ça, c'est très important. Sauf que certaines personnes mettent cette barrière pour empêcher l'émergence d'un journalisme citoyen, militant, progressiste auquel nous assistons actuellement. En tout cas, pour revenir à ta question sur la formation, nous participons d'une manière ou d'une autre à comment apporter notre réflexion, notre intelligentsia dans la société française. Moi, par exemple, j'interviens souvent au niveau de ce qu'on appelle l'association de la prévention de la violette. C'est-à-dire, je viens sensibiliser les jeunes sous-marins de la justice sur leurs droits, les obligations, les droits à l'information, etc. J'interviens également à l'Institut international des droits de l'homme et de la paix à Caen. Et là, c'est un truc un peu à dimension continentale parce que c'est une rencontre qui regroupe les Français, les Espagnols et les Italiens auxquels nous sommes aussi associés pour sensibiliser ces élèves européens sur les enjeux liés à la liberté d'expression. Sauf qu'il faut que vraiment la France mette des moyens conséquents, Nicolas, à ces journalistes, qui sont les talents d'autres journalistes africains qui ont envie. J'ai apprécié tout à l'heure quand Taha disait que lui et sa femme, ils ont créé un espace des débats, des rencontres qui permet aux journalistes, à des journalistes réfugiés et syriens, pakistanais, étrangers à pouvoir débattre. C'est un espace effectivement aussi des plaidoyers, des prises de conscience. Donc, il faut que la France vraiment donne cette possibilité. Aujourd'hui, le débat qui se passe autour de la liberté d'expression avec ce qui s'est passé à Conflans. Moi, j'habite dans les Val d'Oise. J'habite à Saint-Ouen, donc je ne suis pas loin de Conflans, Saint-Ouen, théâtre d'une situation vraiment inédite. Donc, tout ça, si les politiques français ne réfléchissent pas à comment intégrer la réflexion des journalistes dans les débats nationaux, je pense qu'on va sortir des contextes réels et pour que la France puisse quand même bénéficier de ses talents, il faut absolument associer les uns et les autres dans la réflexion globale. Parfait, merci Makayla. Je pense il est 20h et notre séminaire touche à sa fin. C'était 2 heures passionnantes, 2 heures très enrichissantes. Je reviens sur voilà ce que vous avez dit, la nécessité d'un transfert de connaissances, mais qui se fasse de vous, journalistes exilés, aux journalistes européens, parce que vous avez un patrimoine d'expérience, d'information, de talent, etc. Donc qui doit être accueilli et qui doit peut-être, comme tu disais, Taha, travailler au niveau subliminal de la société dans laquelle on vit. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui ont participé. Merci à tous ceux qui se sont connectés pour suivre ce live. I would just like to add yes. Before, because I think you're concluding right now, and I just wanted to add, a lot of times people do ask us of how to help us, and at times, and right now, because we, as I mentioned in my introduction, I have the place called the Dissident Club, and it is shut down right now. So I always, whenever I'm attending conferences or events right now, which are mostly online, I try to remind people that they could support us at the Dissident Club. We have a crowdfunding campaign with
Ulul, and it's on our Twitter page. You can see the pinned tweet on Club Dissident, and you can support us and share the crowdfunding event and the crowdfunding campaign with your friends and your networks. And that way, and if you, once we reopen, I would like everyone to perhaps visit the Dissident Club in Paris. And definitely come by and see us there and join our events. You can follow us on social media and see what we do there, and do definitely support us because we need it right now. Tout à fait. Bon, bah, je traduis juste rapidement, hein, mais encore une fois, pour la conclusion, on demande toujours aux journalistes exilés comment on peut les aider. Eh bien, une des façons dont on peut les aider, c'est par exemple, en l'occurrence, en soutenant le Dissident Club. Il y a un crowdfunding en ce moment, donc n'hésitez pas, le Dissident Club et les journalistes exilés ont besoin de soutien. Donc, suivez leur actualité, participez à ce genre de campagne, informez-vous. Et on espère, comme tu disais, Tara, pouvoir tous se retrouver une fois la fin du confinement au Dissident Club, parce que les séminaires sur Zoom, c'est bien, mais les rencontres en vrai, c'est mieux. Et voilà, donc oui, effectivement, on est tous d'accord. Donc, merci encore pour votre participation. Je tenais à remercier, je tenais déjà à remercier la Maison des journalistes qui nous avait mis en contact et qui fait un travail de fond très impressionnant, qui aide beaucoup les journalistes exilés. Donc, si vous ne connaissez pas la Maison des journalistes, suivez leur travail en ligne. Et puis, voilà, encore une fois, merci beaucoup pour votre présence. Et merci à tous ceux qui se sont connectés, aussi bien sur le séminaire que sur le live, en France et ailleurs. Et à très bientôt. Merci à toi. Pour la suite du séminaire. Plus précisément, à dans un mois, en fait, parce que là, il n'y a pas de séance avant mi-décembre, c'est ça? Oui, c'est ça. À dans un mois, exactement. On parlera, si je ne me trompe pas, de l'actualité soudanaise. Oui. Ça marche. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Et puis, rendez-vous au Dissident Club dès que ça rouvre. Yes, for sure, when we reopen. Thank you so much. Take care. Thank you, Nicola, and everyone. Thank you, Tara. Thank you very much nice for coming. To meet you too. Maybe we can connect. I can get your contacts from Nicola, and I'll write to you. Bien sûr, je donnerai le contact de Tara. Je te donnerai le contact de Tara Makaila. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bye bye. Au revoir à tous. Ouais. Merci beaucoup.